À la surface et dans les profondeurs. Vous avez vu Titanic? Vous connaissez vraiment l'histoire d'amour, le naufrage et la porte qui déclencha des débats. Vous pouvez sans doute citer Jack, Je suis le roi du monde, ou le tremblement de Rose, Je ne te quitterai jamais. Mais si je vous disais que James Cameron a insufflé dans chaque image un niveau de détail obsessionnel, un risque calculé et une rébellion discrète, des choix que la plupart des spectateurs ont à peine remarqués. Même si ces choix ont formé le film en bien plus qu'une romance tragique, et si le spectacle dont vous vous souvenez n'était pas du tout la véritable réussite, levons le rideau sur la production qui a redéfini l'échelle d'Hollywood, sur l'architecture de la performance cachée à la vue de tous et sur la bataille culturelle. Cameron s'est battu pour préserver sa vision intacte, car une fois que vous voyez ce qui s'est passé derrière les coulisses et dans le cadre, vous ne regarderez plus Titanic de la même façon. Voici le détail qui change votre regard. Deux thèses, la couche cachée. Voici la vérité. La plupart des fans n'en ont jamais eu conscience. Titanic n'était pas seulement un pari coûteux sur une histoire d'amour que tout le monde connaissait déjà. La fin fut une manipulation calculée du public, fondée sur son authenticité historique, où Cameron utilisait une précision médico-légale comme soutien émotionnel. L'idée principale n'est pas qu'il ait dépensé 200 millions ou construit un navire presque à l'échelle réelle. C'est qu'il a utilisé la recherche, le blocage scénique et le symbolisme visuel pour vous faire sentir le coup de l'orgueil comme jamais dans les films catastrophes. Nous allons d'abord décomposer 4 piliers révélateurs, montrant comment l'obsession de Cameron pour le Titanic réel lui a donné carte blanche pour enfreindre toutes les règles d'Hollywood, sur budget et planning. Puis l'architecture cachée des choix de jeu de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, leurs choix sur souffle, posture et regard qui se fondent dans le personnage, soutenant vraiment l'argument émotionnel du film. Troisièmement, Cameron a mené au studio une bataille pour protéger sa fin, sa durée et son refus de projeter la scène du naufrage. Et quatrièmement, le retournement fut que les critiques les plus féroces, qui se moquaient de sa longueur et de son coût, devinrent ses défenseurs les plus passionnés. Dès lors, le box-office et les Oscars affluent. Il ne s'agit pas de trivialité. Il constitue aussi la clé qui explique pourquoi le Titanic a tenu bon plutôt que de couler sous son poids. 3 origines et le contexte. Décembre 1997, Hollywood est pris dans la fièvre des franchises et des blockbusters d'été. Fox et Paramount financent tout à fait conjointement. Période 3 heures, une romance sans vedette d'action, une tragédie où tous savent de que le bateau va couler. Et un réalisateur qui vient de passer 2 ans à construire une maquette de 775 pieds d'un paquebot maudit dans le nord de Basse-Californie. La presse le baptise Kevin's Gate, le comparant à Heaven's Gate, la catastrophe de 1921 qui faillit tuer United Artists. Le budget de Cameron a explosé, passant de 110 millions à plus de 200 millions de dollars. Les studios calculent en temps privé comment survivre à la perte, mais Cameron ne tourne pas un film catastrophe. Il prépare un thriller archéologique captivant, mêlé à une histoire d'amour. Il parie que le public tolérera la rigueur d'un documentaire. S'il livre une histoire d'amour, ils ne l'oublieront pas. Il a engagé des historiens de Woods Hole. Il a étudié les témoignages de survivants, les plans du pont et des motifs chinois. Il a même envoyé des sous-marins jusqu'à la véritable épave 12 fois pour filmer des images qui encadreront son récit. L'industrie y voit de l'indulgence. Cameron voit du blindage. Car si chaque rivet est à sa place, si la physique du naufrage correspond au récit historique, alors l'histoire d'amour devient quelque chose de plus qu'un mélodrame. Cela devient un témoignage et ce choix de considérer la fiction comme une preuve médico-légale est sur le point de tout changer. 4 heures, le paradoxe de la persona en public. James Cameron est un réalisateur visionnaire qui a dirigé Terminator et Alien et qui a repoussé les limites des CGI avec l'Abyss et Terminator 2. Il est connu pour son exigence et pour imposer l'impossible au tournage jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Cette personnalité dégage une confiance qui frise l'arrogance. Roi du monde n'était qu'une réplique de Jack. Voici ce que cachait cette personnalité. Cameron était terrifié, non pas par l'échec du compromis. Il savait que les studios exigeraient des coupes,
Les tests de projection imposent une fin heureuse ou au moins 2 heures. Il savait que la presse le lyncherait s'il paraissait faux à l'écran ou si les effets n'étaient pas convaincants. Il s'imposa sans compromis avant que quiconque ne le pousse à plier. Il a accepté un salaire différé et des parts sur les profits au lieu de ses 8 millions d'avance, travaillant sans rémunération tant que le film n'était pas rentable. Il a brûlé les ponts avec des cadres qui remettaient en cause l'emploi du temps. Il travaillait des journées de 20 heures et attendait que l'équipe le suive. Kate Winslow et Leonardo DiCaprio ont ressenti l'intensité différemment. DiCaprio, âgé de 22 ans lors du tournage, apporta à Jack un charme sans effort, mais cette aisance était construite. Grâce à des répétitions acharnées, Cameron l'obligea à étudier le jeu d'acteur du cinéma muet, où la performance se transmettait par le langage du corps et par les micro-expressions, car le dialogue ne pouvait pas porter tout le poids. DiCaprio apprit à se mouvoir comme un passager de troisième classe, les membres détendus, rapides et en alerte. Regarde-le dans la scène de fête en troisième classe. Sa façon de danser n'est pas une fioriture chorégraphique. C'est un argument physique qui montre que Jack appartient au mouvement dans la vie, ici et maintenant. Winslet, 21 ans, a pris une autre voie. Elle a insisté pour faire ses propres cascades, même après s'être cassé un os au coude. Elle a étudié à garde-robe et posture, montrant comment les corsets restreignent la respiration et comment les longues jupes changent de la démarche, puis elle a utilisé cette compression physique pour montrer l'étouffement des roses. Dans les premières scènes, elle peine à remplir ses poumons. Ses épaules se replient, au moment où elle se tient sur la proue, les bras écartés. Avec Jack, elle respire pleinement pour la toute première fois du film. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment de l'architecture, mais les deux acteurs ont vraiment payé le prix fort. Les scènes aquatiques, tournées dans un réservoir de 17 millions de gallons, les ont obligés à passer des heures dans l'eau. L'eau à 55 degrés pour imiter l'Atlantique Nord. Winslet a eu pneumonie. DiCaprio a développé une toux. Tous deux ont reconnu plus tard que Cameron refusait vraiment de les dorloter. Son insistance, que l'inconfort était la performance, les rendit alors plus forts comme acteurs, mais épuisés comme personne. Le paradoxe, la cruauté de Cameron était aussi son respect. Il croyait qu'il pouvait le supporter, et comme il le pouvait bien, les performances semblaient vécues et non jouées. La décision qui a tout changé. Voici le moment. La plupart des fans ne se connectent jamais. Cameron a failli engager Matthew McConaughey. Alors Jack McConaughey lisait pour le rôle. Il avait le charme, l'aisance du Sud, la chaleur de la comédie romantique que les studios adoraient. Mais Cameron a vu un problème. McConaughey apportait de la sécurité. Sa présence parlait au public. Voici une étoile et les étoiles survivent. L'acteur DiCaprio, toujours mieux connu pour ce qui mange Gilbert Grape et Romeo Pauls. Juliette portait une sorte de beauté vraiment très maudite. On aurait dit qu'il pourrait disparaître, et cette fragilité, cette suggestion que Jack existait dans un temps emprunté, était ce dont Cameron avait besoin, car la structure du Titanic est tout à fait un pur tour de magie. La première heure est une romance. La seconde heure est un film catastrophe. La troisième heure est un requiem. Si Jack paraît trop solide, trop comme un héros d'action, le changement de ton ne passe pas. On le verrait survivre par la volonté. Mais s'il paraît être un fantôme dès le départ, s'il y a quelque chose d'inachevé et d'éthéré chez lui, alors sa mort devient inévitable. Au lieu de choquer le casting de DiCaprio, il n'a pas seulement changé l'histoire d'amour, il a modifié la relation du film avec le destin. La seconde décision de Cameron pour garder 194 minutes, Fox voulait au maximum 2 heures seulement. Il disait que les salles pouvaient faire 4 projections par jour. Son contre-argument sur les recettes fut dur. Si l'argent vous inquiète, renvoyez-moi, mais vous ne récupérerez pas votre investissement avec une version de 2 heures, car elle donnera l'impression d'être précipitée et personne ne s'en souciera. Il avait raison, la longueur n'est pas une indulgence, c'est une stratégie. Les 90 premières minutes sont délibérément lentes, presque au ralenti. Vous ferez connaissance avec les passagers, vous apprendrez à connaître le navire, vous vous installerez dans cet univers. Cette patience rend l'engloutissement insupportable, car vous avez appris à connaître la géométrie des ponts, des visages et de la cale, l'équipage qui occupe la passerelle lorsque le navire sombre. Ce n'est pas un spectacle, c'est l'anéantissement d'un endroit où vous avez vécu. Cette décision de faire confiance au public. La patience a tout changé. 6 semaines, réalité qui s'impose.
Vérification, le plateau de Baja Californie était un flot d'ingénierie et un cauchemar logistique. L'équipe de Cameron a construit le navire à l'échelle de 90%. Les cheminées ont été raccourcies sur une plateforme hydraulique capable de s'incliner et de s'enfoncer partiellement. Ils ont construit un réservoir séparé pour les prises de vue sous-marines, un autre pour les séquences de Dupont qui coulent et une immense piscine pour les scènes qui suivent l'Atlantique. Le tournage a duré 160 jours au total. L'équipe le nomma Germanic, un mélange ironique de Jim et Titanic, clin d'œil au contrôle implacable de Cameron. Toutefois, le coût physique restait réel. La pneumonie de Winslet l'obligea à prendre des antibiotiques par voie intraveineuse entre les prises. DiCaprio eut 2 épisodes d'hypothermie. Bill Paxton interprétait Brock Lovett. Dans les scènes de tournage modernes, ils passèrent des jours en combinaison de plongée dans une maquette de submersible exigu. Les figurants jouaient des passagers condamnés. Des passagers passaient des heures dans l'eau froide pour des prises qui duraient de seulement quelques secondes à l'écran. Un jour, 50 membres d'équipage ont été hospitalisés après que quelqu'un a drogué le traiteur avec du PCP. Le coupable n'a jamais été retrouvé, mais l'incident est devenu légende. Même le sabotage n'arrêtait pas le planning de Cameron. Les dépassements budgétaires venaient du refus de Cameron de tout trafiquer. Il pouvait bâtir l'escalier en bois massif, fabrication chinoise sur mesure, pour reproduire les motifs White Star Line. Les canaux de sauvetage fonctionnaient. Quand il filma le naufrage, il utilisa une physique de l'eau réelle, sans maquette accélérée en poste. Le navire devait s'incliner selon des angles exacts, ce qui signifiait que l'hydraulique devait être calibrée pour chaque prise. Si une prise échouait, il devait au vidanger et recommencer. Le temps se transformait en argent. L'argent nourrissait la panique. Des cadres de Fox visitèrent le plateau et virent le chaos. Un réalisateur filmait la même scène 12 fois. Les acteurs tremblaient entre les prises, face à un navire à moitié fini. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était tout simplement la méthode. Cameron rassemblait une bibliothèque de séquences, plans larges, gros plans, plans de réaction, pour figer le naufrage au montage avec un contrôle chirurgical. Il savait qu'il ne pouvait pas refaire des prises, il avait tout tourné parfaitement. La première fois où la machinerie a cédé. Certaines personnes, dont le directeur de la photographie Russell Carpenter, ont ensuite dit qu'il avait vieilli de 5 ans en 18 mois, mais les images parlèrent d'elles-mêmes. Lorsque vous regardez le navire sombrer, vous ne regardez pas des images de synthèse. Vous regardez la physique, l'eau, l'acier et des corps humains se déplaçant dans l'espace comme ils le feraient réellement. Cette authenticité a coûté du sang, de la sueur et de l'hypothermie. Mais c'est pourquoi tu crois que chaque plan est 7, et c'est précisément ce qui manque vraiment à la plupart des fans. Maintenant, voici précisément où cela devient chirurgical. Cameron a intégré des dizaines de micro-détails qui transforment le film, si tu sais les repérer. Concentrons-nous sur 3 détails, faciles à repérer pour mieux comprendre. Premier, l'architecture de la respiration. Observe bien la respiration de Rose tout au long du film. Dans la scène d'ouverture, alors qu'elle est prisonnière de ses fiançailles avec Cal, ses souffles restent courts, contraints par son corset et sa vie. Quand Jack la fait entrer dans la cabine d'état, ne portant que ceci, elle prend son premier souffle complet dans le film. Ce ne sont pas seulement des nerfs ou une romance, c'est une libération littérale et totale. Puis dans l'eau, après le naufrage, voit comment son souffle devient visible dans l'air froid et sec. Cameron a synchronisé ses tirs avec l'enregistrement historique précis. Des survivants ont rapporté que la vapeur de son souffle était le seul moyen de savoir qui était encore vivant dans l'obscurité. Le souffle de Rose. Sa survie était visualisée comme de la brume. Ce n'est pas une cinématographie accidentelle, c'est une performance comme métaphore. Détail 2, les horloges. Chaque horloge du film affiche l'heure exacte. C'est le moment des scènes sur la frise chronologique. Le navire a heurté l'iceberg à 23h40 le 14 avril 1912, puis a sombré à 2h20 le 15 avril. Cameron a synchronisé chaque horloge d'arrière-plan avec la progression du récit. Lorsque vous voyez une horloge en arrière-plan dans la scène du dîner en première classe, elle affiche 19h30, l'heure réelle du dîner. Lorsque l'arrière du navire émerge lentement de l'eau dans les tout derniers instants, une horloge visible dans la passerelle inondée affiche 2h18 du matin. Aucun spectateur n'enregistre consciemment cela.
Toutefois, votre cerveau enregistre la cohérence et l'impression d'ensemble. Il vous dit inconsciemment que ce monde est réel. Détail profond, 3. La couleur de l'iceberg. Dans la plupart des films catastrophes, les icebergs sont blancs ou bleus. Cameron a étudié les témoignages de survivants et appris que l'iceberg qui avait frappé le Titanic était décrit noir dans l'obscurité. Sa partie immergée s'était renversée récemment, montrant une glace sombre et minérale. Il a donc filmé l'iceberg la nuit, éclairé par peu de lune. Il apparaît comme une ombre dans les étoiles, pas un obstacle lumineux. Ce choix donne vraiment à la collision l'impression d'une embuscade plutôt qu'un avertissement manqué. L'océan n'est pas une scène, c'est un prédateur. Ces détails ne s'annoncent pas d'eux-mêmes, ils s'accumulent et leur pourquoi. Titanic paraît vraiment moins comme un film et davantage comme un souvenir. On ne peut pas tout à fait cerner le destin. Le conflit, la guerre des studios ne portait pas seulement sur l'argent. Il s'agissait de contrôle. Des responsables de Fox voulaient que Cameron fasse des projections tests du film en été 1997, quelques mois avant sa sortie, pour ajuster selon les retours du public. Cameron refusa. On ne peut pas tester une tragédie. Les gens diront que la fin est trop triste et vous paniquerez. Il pensait que des spectateurs en avant-première, regardant le film dans un cinéma de centre commercial stérile et sans marketing ni contexte, rejetteraient les 3 heures et la fin morose. Mais en décembre, le battage des Oscars ferait croire au public à une tragédie. Ils seraient prêts à pleurer. Fox répondit Si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas vous plaindre s'il échoue. Cameron répondit qu'il renonçait à ses honoraires de réalisateur et céderait ses parts sur les recettes nettes jusqu'à ce que le film soit à l'équilibre. Il misait tout son salaire sur ses instincts. La deuxième bataille était terminée. Les notes de fin du tournage suggéraient que Rose devrait retrouver Jack dans une vision d'après-vie semblable à un paradis avant qu'elle ne meure. Cameron a dit non. Sa fin, Rose âgée, les yeux clos, puis réapparaissant jeune sur le grand escalier, accueillie par Jack et les autres passagers, laisse planer l'ambiguïté quant à savoir si elle rêve, est en train de mourir ou est morte. Cette ambiguïté était intentionnelle. Il voulait que les spectateurs projettent leurs croyances sur l'instant. Si vous croyez en une vie après la mort, vous voyez le paradis. Si vous n'y croyez pas, vous voyez les roses. C'était le dernier rêve. Le studio détestait l'ambiguïté. Cameron est resté ferme. Le troisième combat. Fox voulait une version de 2 heures pour les marchés mondiaux, affirmant que le public non anglophone tolérerait mal les sous-titres. Pendant 184 minutes, Cameron refusa, à l'époque, de livrer une version. Il dit « Si vous voulez couper, licenciez-moi et remplacez par un autre, mais je ne gâcherai pas vraiment mon film. » Fox cligna les yeux surpris. Avec le recul, Cameron avait raison sur tous les points, mais avant la sortie, on le voyait téméraire. La presse avait qualifié Titanic le film le plus coûteux jamais réalisé et prédisait joyeusement le désastre. Le cofinanceur de Fox s'est discrètement distancé lors des entretiens, en pariant sur l'éventualité d'un échec du film. Cameron resta seul et sut que s'il avait tort, sa carrière serait finie. 9. L'ironie. Voici le rebondissement. Personne ne l'avait vu venir. Le film qui était censé faire sombrer la carrière de James Cameron est en réalité devenu le plus grand succès de tous les temps. Un titre qu'il a détenu pendant 12 ans, jusqu'à ce que son propre avatar le détrône. Titanic est sorti le 19 décembre 1997 et a rapporté 28,6 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. Un démarrage correct mais sans éclat. La presse a flairé le sang, puis quelque chose d'inattendu arriva, le public s'est mis à en parler, la bouche à oreille prit de l'ampleur, des adolescentes l'ont vu plusieurs fois. Des adultes qui l'avaient écarté comme une romance pour adolescents y sont allés et en sont sortis en larmes. Dès son 3e week-end, Titanic a connu une hausse de recettes et une trajectoire presque inouïe. Il est resté à l'affiche pendant 9 mois. Il a rapporté 600 millions au pays et 1,8 milliard de dollars dans le monde. Les Oscars ont suivi Titanic, remportant 11 Academy Awards, égalant le record absolu établi autrefois par Ben-Hur. En 1959, il a gagné meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure photographie, meilleurs effets visuels. Cameron s'est tenu sur scène avec son Oscar et a déclaré « Je suis bien le roi du monde » citant son film. Les critiques qui avaient moqué le budget louent l'ambition.
Les cadres qui demandaient y découpe s'en sont attribués le mérite d'avoir cru à la vision. Mais voici l'ironie plus profonde. L'obsession de Cameron pour l'exactitude historique a gonflé le budget et rallongé le tournage. Elle a été à peine remarquée par le grand public. La plupart des spectateurs ne se souciaient pas du fait que la porcelaine était exacte ou que les horloges étaient en synchronisé. Ce qui les importait, c'était Jack et Rose. Le détail médico-légal pour lequel Cameron s'était battu ne s'imposait pas. Il se fondait dans le décor, créant une impression de réalité qui rendait la romance vraie. La recherche était invisible, un échafaudage, et c'est là l'ironie que Cameron a comprise dès le début. L'authenticité ne crie pas, elle endure X. La percée Titanic n'a pas seulement réussi, elle a reconfiguré la façon dont Hollywood comprenait ce qu'un blockbuster pouvait être. Avant, Titanic Studios croyait que les romances historiques de 3 heures étaient un poison pour le box-office. Après Titanic, chaque studio voulait son propre épique émotionnel. Le film a démontré que les audiences féminines, longtemps sous-estimées en tant que démographie, pouvaient conduire un film à des chiffres records. Pour atteindre des chiffres records, il a démontré que les marchés internationaux accueilleraient un film en version originale, sous-titré en anglais, si l'émotion était universelle. Et il a démontré qu'une sortie, en décembre, traditionnellement considérée comme une période où l'on privilégie les films destinés à attirer les nominations aux Oscars et les films familiaux de Noël, pouvait lancer un phénomène. Les retombées culturelles furent immédiates et largement perceptibles dans tous les domaines. Je suis le roi Yahi du monde. Cela devint l'abréviation même du triomphe et je n'abandonnerai jamais. Cela devint la punchline de chaque blague sur les ruptures. La chanson de Céline Dion, Mon cœur continuera, à laquelle Cameron s'était d'abord opposé, est devenue l'un des singles les plus vendus de tous les temps. Le succès du film propulsa DiCaprio dans la stratosphère. Il devint la plus grande star de la planète du jour au lendemain, entouré de fans, et passa une décennie à fuir l'étiquette idole adolescente. Winslet aussi devint vraiment un nom connu. Son parcours fut différent. Elle utilisa Titanic comme tremplin vers des rôles plus durs. Mais cette percée n'était pas seulement commerciale. Titanic a changé la façon dont Hollywood abordait les épopées historiques. Cameron a prouvé qu'on pouvait mêler spectacle et intimité. Cette catastrophe pouvait être émotionnelle plutôt que purement visuelle. Et le public resterait assis pendant 3 heures si vous méritiez leur patience. Des films comme Gladiator, la trilogie Le Seigneur des Anneaux et Dunkerque ont suivi le même modèle que Titanic. Des mondes historiques ou imaginaires rendus avec un détail extrême où des vies humaines se jouent face à des catastrophes d'envergure. Dans le sport et les cascades, Titanic a posé une nouvelle norme. Les exigences physiques sur Winslet et DiCaprio, heures dans l'eau froide, respiration maîtrisée et endurance du corps, sont devenues des cas d'école dans la formation des acteurs. La phrase marque un engagement digne du Titanic et est entrée dans le lexique. Les rôles d'action et de drame exigent des acteurs qu'ils endurent plutôt que de se contenter de jouer. La percée était complète. Titanic n'a pas seulement dominé 1997, il a redéfini ce qu'était la domination. Des répercussions, la carrière de James Cameron est devenue intouchable. Après Titanic, il disparut pour 12 ans, plongeant, explorant et développant Avatar. Quand Avatar sortit enfin en 2009, il détrôna Titanic comme long métrage le plus rentable de tous les temps. Cameron, en faisant ce double coup, cimenta son renom d'un seul réalisateur capable de transformer des budgets lourds en phénomènes culturels. DiCaprio a tiré parti de Titanic pour travailler avec Scorsese, Spielberg, Tarantino, Nolan et Into. Il devint l'acteur rare capable d'ouvrir un film sous son nom et de poursuivre une crédibilité artistique. Winslet suivit un chemin parallèle, remportant un Oscar pour The Reader et construisant une réputation pour des rôles sans glamour et intrépides. Les deux acteurs attribuent à Titanic le pouvoir de dire non, pour refuser des offres de franchise rom-com, de typecasting et de choix sûrs, mais les répercussions vont plus loin. Titanic a changé la manière dont les studios financèrent le risque. Avant Titanic, un drame historique de 200 millions de dollars aurait été impensable. Après Titanic, les budgets ont explosé. Le film a montré que l'envergure peut servir d'atout si l'histoire le justifie tout de suite. Cette leçon a mené au Paris Phase One de CS
sur la saga Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, puis Interstellar et Dunkirk de Nolan, en effet. Le Titanic n'a pas seulement validé les budgets, il a validé l'ambition. Dans la culture populaire, Titanic est devenu un repère. Le débat sur la porte, Jack aurait-il pu tenir sur les débris flottants alors que des débats houleux ont fait rage pendant des décennies, culminant avec les tests Mythbusters et Cameron lui-même s'est exprimé lors d'entretiens d'anniversaire. L'image de fin du film. Rose vieillie en jetant le cœur de l'océan dans la mer est devenue un mème, largement répandu et sans cesse référencé. Le naufrage est devenu le signe visuel du désastre, référencé dans tout, des Simpsons à Family Guy, jusqu'aux dessins politiques. Et voici la répercussion plus discrète. Titanic a réhabilité le genre des catastrophes. Avant Titanic, les films de catastrophes étaient des spectacles de série B. Après le désastre du Titanic, The Towering Inferno, Earthquake et Airport sont devenus une toile pour le drame humain. Des films tels que L'Impossible et Deepwater Horizon, seuls les courageux ont suivi le modèle de Titanic. Ancrer le chaos dans des personnes réelles pour que le public s'y intéresse vraiment. Puis ne détourne pas le regard lorsque le pire survient. 25 ans plus tard, Titanic demeure le modèle, puis, pourquoi il perdure? Reformule. Alors, pourquoi Titanic compte-t-il encore et toujours? Ce n'est pas pour le spectacle, même si le naufrage reste à couper le souffle. Ce n'est pas pour la romance. Bien que Jack et Rose aient encore le cœur brisé, Titanic perdure car Cameron a compris quelque chose d'essentiel. Le public ne veut pas seulement regarder une tragédie, il veut en sortir vivant. Et en y mettant une précision médico-légale dans chaque cadre, en rendant le bateau et ses passagers réels, il a transformé un désastre historique en mémoire commune. La couche cachée que nous avons découverte, la recherche obsessionnelle, l'architecture de la performance, les combats du grand studio. L'ironie montre un film qui a vraiment réussi, non pas malgré ses succès, mais grâce à eux. Le refus de Cameron de compromis et sa volonté de miser sa carrière sur ses instincts, son exigence que l'authenticité compte même quand elle est invisible. Tout cela a donné naissance à un film qui semble moins relever de la fiction que du documentaire. Et c'est là le détail que la plupart des fans n'ont jamais compris. Titanic n'est pas un film que l'on regarde, c'est un film dont on se souvient. Même si vous ne l'avez vu qu'une seule fois, les détails que vous n'avez pas consciemment remarqués, le souffle, les horloges, l'iceberg noir s'accumulent pour nourrir un sentiment de vérité. Les prestations que vous croyiez être du simple jeu d'acteur étaient en fait des choix structurels destinés à porter l'émotion sur 3 heures. Les dépassements budgétaires et les batailles du studio n'étaient pas vanité. C'était Cameron qui protégeait le film du compromis. Maintenant que vous savez ce que vous savez, Titanic révèle l'ossature cachée sous le romantisme. Tu vois la main de Cameron dans chaque cadre, chaque souffle, chaque horloge. Tu vois le coût physique, financier, créatif, engagé pour faire naître une tragédie. Ressens-la comme réelle. Et tu comprends pourquoi cela n'a pas seulement réussi, pourquoi il a duré, pourquoi il est devenu plus qu'un film. Car parfois, le plus grand risque est de faire confiance à ton public pour les détails qu'ils ne remarqueront jamais. Maintenant, regarde-le encore une fois, cette fois avec des yeux tout frais. Fais vraiment attention à Rose. Respire, vérifie les horloges. Regarde bien comment Jacques bouge. Et demande-toi ce que tu as encore manqué. Dépose ta réponse dans les commentaires, car une fois que tu commences d'avoir l'architecture, tu ne peux plus l'ignorer. Et si cela a réellement changé ta façon de voir Titanic, appuie vraiment sur le bouton « J'aime ». Montre que la profondeur compte encore.